Oui, donc je disais qu'il y avait eu une bonne transition avec notre deuxième table ronde, puisque Maître Clémence Berthat tout à l'heure disait que un des grands dangers, c'était le risque de la normalisation du régime syrien. Et l'on sait que certains pays européens sont tentés par cette normalisation, que la Ligue arabe a déjà entrepris le processus en 2023. Mais avant d'aborder cette question précise de la normalisation, nous voudrions revenir dans cette table ronde sur la situation économique, politique et sociale en Syrie, sujet dont on parle beaucoup moins, qui a un peu disparu des écrans radars parce qu'il y a une actualité dans la région qui est aussi très forte, mais il n'en demeure pas moins qu'il nous paraît absolument essentiel de revenir sur la situation en Syrie aujourd'hui, où en est le régime, où en est la Syrie de Assad, que reste-t-il du pays qui est meurtri, pays qui est extrêmement fragmenté, pays qui est meurtri, coincé entre la violence du régime, mais également les mouvements djihadistes qui ont profité de l'affaiblissement de ce régime. Aujourd'hui, il y a une idée couramment répandue selon laquelle tout va bien en Syrie, que le système, que le pays a retrouvé une certaine stabilité, ce qui est évidemment loin d'être le cas, mais cet élément qui est mis en avant, eh bien, incite certains pays européens à dire, mais comme la situation s'est améliorée en Syrie, on peut renvoyer les Syriens, les réfugiés chez eux. Et donc, ce sont ces différentes questions que nous souhaitons aborder cet après-midi, faire le point sur la réalité de la situation en Syrie. Et pour ça, nous avons donc demandé à Hala Kodmani, que vous connaissez bien à l'IREMO, qui est une proche de l'IREMO, qui nous fait le plaisir de venir régulièrement parler et nous faire part de sa compétence sur ce sujet. Hala, qui est journaliste franco-syrienne et qui est l'auteur de 2 livres sur la Syrie, entre autres, La Syrie promise et Seule dans Raqqa. Et Hala, qui continue à travailler évidemment sur ce qui se passe en Syrie, qui a d'ailleurs publié récemment dans Libération, j'ai pas la date, mais c'était au mois de septembre, un très bon article justement qui faisait un peu le point sur la situation. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie sur cet article. Donc Hala va commencer cette première séquence. Hala, j'ai vraiment du mal. C'est Joseph qui va commencer la première séquence. Joseph Daher, qui est en ligne de Genève. Et Joseph est également un grand spécialiste de la Syrie. Joseph, qui est un professeur invité à l'Institut universitaire européen de Florence, mais qui est également enseignant à la faculté des sciences sociales et politiques de l'université de Lausanne, qui est auteur d'un ouvrage sur la Syrie, Le martyr d'une révolution, et qui a aussi écrit un ouvrage sur le Hezbollah. Donc là, il y a une actualité, même si c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc Joseph, lui, va vraiment nous parler de la réalité de cette situation intérieure en Syrie et va nous faire part donc de cette analyse. Donc Joseph, tu as la parole donc pour une vingtaine de minutes pour nous exposer les quelques points qui te paraissent les plus saillants et importants à connaître sur la situation actuelle. Ok, merci beaucoup Agnès et à l'IREMO pour l'invitation. C'est un plaisir aussi d'être avec Hala sur ce panel. J'aurais bien aimé être avec vous, mais je viens de revenir d'Égypte, donc peut-être on évoquera dans la séance des questions. Donc, je vais essayer de faire un panorama de la situation actuelle en Syrie, mais particulièrement sur le point de vue de l'économie politique. Je dirais simplement en introduction, parce que le plan plus politique sera traité par Hala, que la normalisation aussi du régime syrien doit être maintenant de plus en plus comprise dans une perspective régionale et internationale. Je pense qu'on ne peut pas ignorer maintenant que le champ et la scène politique régionale a quand même été complètement chamboulé depuis le 7 octobre. Ça fait presque 1 an que la guerre génocidaire se perdure. Et maintenant, on est dans des menaces de guerre régionale par rapport au Liban et aux continuations des attaques israéliennes. Ensuite, on a bien sûr l'évolution, je dirais, de tendances politiques en Europe qui pourront aussi influencer la normalisation, notamment la montée continue de l'extrême droite et les élections américaines. Et ça, c'est peut-être à revenir dans le champ de la discussion, mais je pense que c'est important de poser ça aussi comme introduction quand on parle de la normalisation et avec le régime syrien et ses différentes dynamiques. Maintenant, où en est le régime syrien? Comme l'a bien expliqué Agnès, et c'est en partie normal dû à l'actualité, il ne fait plus du tout le premier plan.
mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, le régime syrien ne contrôle pas l'entièreté de la Syrie. Il y a une division, de facto, une fragmentation du territoire syrien. Le régime syrien contrôle à peu près entre 65%, un peu moins que 70% du régime syrien, et notamment manque de ressources naturelles assez cruciales dans le nord-est qui est contrôlé par l'administration autonome du nord-est de la Syrie, dominée par les forces kurdes du pays tracté. Maintenant, la situation économique, le régime syrien, quelle économie politique? Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 90% des Syriens et des Syriennes vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut savoir que les salaires moyens, je parlerai en dollars, mais c'est proche de l'euro, hein, c'est dans le service public, ça va de 20 à 40, ensuite ça augmente progressivement, dollars. Dans le secteur privé, ça peut être un peu plus élevé, mais le coût de la vie est bien supérieur au salaire moyen des Syriens et Syriennes, souvent 10 fois, 15 fois, et la majorité aujourd'hui des Syriens et Syriennes vivent grâce aux envois de fonds de l'étranger, qui sont difficiles à évaluer parce qu'une grande partie sont envoyés à travers des réseaux informels qu'on dénomme très souvent par le terme hawala, qui est transfert et autres, et qui permet aux Syriens et Syriennes de survivre de la consommation de base, de permettre de payer l'éducation, ou bien le quotidien, disons, de survivre. Et voilà, il constituerait aujourd'hui, selon différentes estimations, entre 4 à 7 milliards de dollars. Et c'est absolument énorme si on prend en considération que le GDP, le PIB syrien ne dépasse pas les 20 à 25 milliards de dollars selon différentes estimations. Donc vous avez à peu près un tiers qui est représenté par les envois de fonds envoyés par les réfugiés, la diaspora syrienne. De même, et très souvent je dis ça, c'est que la Syrie devient de plus en plus un peu au niveau de son économie comme le Liban, qui est dépendant de sources de revenus étrangères. J'ai parlé des envois de fonds, mais également sa production nationale, que ce soit au niveau industriel, manufacturier, agricole, a énormément diminué. Il faut savoir que les valeurs en termes totaux d'exportation en 2010 dépassaient à peu près les 12 milliards de dollars. Aujourd'hui, les exportations en valeur totale ne dépassent pas les 1 milliard de dollars. Et il y a un déficit de la balance commerciale absolument énorme, de 3 à 4 milliards par année. La Syrie est très dépendante d'importation de produits de base, de ressources énergétiques. D'ailleurs, ces derniers jours et ces dernières semaines, mais c'est quelque chose qui revient, les prix sur le marché noir de tout ce qui est mazout, pétrole ont explosé de nouveau. Il faut savoir que les Syriennes, pour une grande majorité, se chauffent encore au mazout ou des choses comme ça. Donc quand ils ne disposent pas de ces moyens, voilà, ça a des conséquences. De même que ça a des conséquences sur l'économie. Le fait d'augmenter les coûts de production de manière continuelle. Le fait que le pétrole est très rare, ou bien il faut aller à travers des réseaux de contrebande, ou des réseaux liés à différents réseaux informels mafieux, très souvent liés au régime syrien et autres. Il faut savoir que la Syrie importe énormément, quasiment, alors pour l'instant, c'est comme ça qu'elle construit sa dette aussi, au niveau de l'Iran, du pétrole iranien. Ok. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Donc il y a, d'ailleurs, selon les chiffres officiels, il faut toujours faire à peu près attention, mais le nombre de travailleurs en Syrie qui sont inscrits entre guillemets à la sécurité sociale a baissé de 5 millions à 3 millions, d'accord? Et plus généralement, la profondeur de la crise économique syrienne ne cesse de s'approfondir. À la fin 2023, vous avez eu des records de taux de migration que vous n'aviez pas connus depuis 2015 au moment le plus important de la guerre, entre guillemets. Aujourd'hui, oui, vous avez encore une forme des violences, des tortures, des combats, mais il y a des lignes de front qui sont plus ou moins, pas entre guillemets gelées, mais proches. Donc, c'est véritablement la crise économique profonde qui crée le départ des CNCN et particulièrement des jeunes. Vous trouvez, si vous parlez avec des
des entrepreneurs syriens à l'intérieur ou bien qui sont entre l'étranger et l'extérieur, notre plus grande difficulté, c'est de trouver une main-d'œuvre qualifiés et qui restent avec nous. La plus grande, dès qu'ils ont les capacités, ils partent, les jeunes Syriens et Syriennes. Et bon, que ce soit quand ils peuvent, les monarchies du Golfe, mais l'Europe reste toujours une possibilité. Donc voilà, il y a une main-d'œuvre qualifiée qui ne cesse de partir, hein, un taux de migration très très élevé. Et cela a aussi lieu depuis plusieurs années, on a envie de dire, parce que si vous voulez, les intérêts, les objectifs géopolitiques des principales puissances, particulièrement européennes aux États-Unis, changent, voilà, de priorité. L'aide humanitaire également diminue, surtout ce qui s'est passé après l'Ukraine. Donc l'aide humanitaire diminue. Il y a un certain nombre de projets qui ont été fermés ou des ONG qui ont été fermés, et ça a un coût aussi sur le plan social, humanitaire, sur le terrain, particulièrement dans les régions du Nord et autres. Et en même temps, il y a beaucoup de discussions, peut-être on reviendra là-dessus, mais sur tout ce qui est la nature de l'aide humanitaire qui devrait plus passer à un transfert d'une aide urgente ou dans l'urgence, qui se concentre sur tout ce qui est nourriture, cash assistance, à quelque chose de plus solide, plus développementaliste. Mais ça reste encore limité. Et en même temps, on a une économie politique du régime qui ne cesse d'appauvrir, entre guillemets, les Syriens et Syriennes. Les mesures d'austérité continuent. Donc ça veut dire tout ce qui est subventions sur les produits de première nécessité, que ce soit le pain, n'ont cessé de diminuer ces dernières années. Il faut savoir que c'est des politiques qui avaient commencé déjà au niveau des années 2000, mais qui ont été gelées pendant les 2-3 premières années du processus révolutionnaire, mais qui ont repris très fortement depuis la fin des années 2010, et aussi sur le pétrole, ce qui a un effet sur la vie des gens, mais également sur l'économie. Encore une fois, les coûts de production ne cessent d'augmenter. Mais pas simplement ça, c'est aussi sur la vie de tous les jours des gens. Par exemple, quand le pétrole augmente énormément, le prix, les prix du transport augmentent, donc les produits alimentaires augmentent, mais pas simplement ça. Il devient très difficile pour un certain nombre de personnes qui vivent pas forcément proche du centre-ville, par exemple à Damas, ou à Homs, ou à Alep, ou à Latakia. Ça augmente l'absentéisme au niveau du travail, particulièrement dans le secteur public, et également au sein des universités, parce que pas tout le monde peut se permettre d'aller tous les jours en ville. Donc vous avez un taux d'absentéisme qui augmente, et très souvent d'aller tous les jours à son travail peut être plus important en termes de coûts que son salaire qu'on reçoit. Donc juste pour vous rendre compte de la situation dans laquelle on vit. Et en même temps, on a un processus de privatisation qui continue, sans relâche. Et c'est c'est un processus qui avait commencé encore en 2000, mais qui s'est renforcé. Un des derniers processus de privatisation, ça touche la compagnie aérienne nationale. En juillet, il y a eu un processus de privatisation qui va commencer, et c'est une compagnie qui fait du profit, hein. Faut juste se rendre compte. Donc, et très souvent, quand il y a des processus de privatisation, ça touche surtout les compagnies nationales ou les secteurs publics qui accumulent des profits, pas les secteurs où c'est plus compliqué, notamment secteur manufacturier et autres. Et qui profite ces processus de privatisation? Bien sûr, une petite garde de businessmen qui sont très proches du palais présidentiel. Donc, on a des noms très connus en Syrie, qui sont des Yasser Ebrahim, les frères Qaterji, dont un s'est fait assassiner d'ailleurs par un bombardement israélien aussi au début de l'été, par ses relations notamment avec les gardiens de la révolution, Hezbollah, Sam el-Fouz et tout. Et ils créent des monopoles au profit du régime, et ce sont des personnes qu'on appelle aussi sortes des interfaces qui en fait leur principale dynamique autour de l'accumulation de leurs propres capitaux et profits est due essentiellement à leurs relations avec le régime et pas autre chose. Donc très souvent accumulé aussi au début par rapport à l'économie informelle, illicite, aussi trafic de drogue, ça peut être, et autre chose, et sont devenus des secteurs très importants. Et aussi, et ça peut-être j'y reviendrai plus tard, mais ça crée
dans leur volonté de tout contrôler, parce qu'il y a peu d'opportunités économiques en Syrie, faut bien se rendre compte, et je viendrai aussi au niveau des acteurs étrangers, leurs investissements, c'est qu'ils ont une volonté de tout contrôler face à une économie qui a peu d'opportunités. Et aussi, ça crée, par rapport à un certain nombre de businessmen syriens à l'étranger, ça crée un obstacle pour revenir. On parle de businessmen syriens qui sont pas forcément hostiles au régime, mais qui veulent avoir une place, qui veulent jouer un rôle, peut-être dans la reconstruction, peut-être réinvestir dans leur ancienne industrie ou commerce. Mais très souvent, on les entend dire, pour certains, par exemple, j'étais en Égypte récemment, voilà, on peut dealer avec les problèmes. Il manque d'électricité. Il manque énormément. Il y a seulement à Damas, dans certains quartiers, on parle de 2-4 heures par jour d'électricité. Sinon, il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'électricité du tout, hein. Le manque de capacité d'importer des produits. Ils nous disent tout ça on peut. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est si demain je descends pour réinvestir dans quelque chose, le surlendemain, on tape à ma porte, on dit on veut 50% de ta compagnie. Donc ça, c'est un régime qui est devenu encore plus prédateur par le manque d'opportunités et par sa faiblesse. C'est aussi une marque de faiblesse, hein. Il dépend de beaucoup moins de personnes. Il n'a pas du tout comme il avait reconstruit des réseaux de businessmen à la fin des années 2000, plus large. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Au niveau dans le cadre de la normalisation, les premières normalisations avec les monarchies du Golfe, même, ça a commencé avec les Émirats Arabes Unis, si vous vous rappelez, en 2018. Encore, on doit attendre des investissements. Il y a plusieurs raisons. Au niveau des monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, par exemple, en 2023, c'est une compagnie, en 2024, c'est une compagnie créée. Mais au-delà des chiffres, l'année dernière, c'est 4, c'est le manque d'investissement avec des capitaux importants, si vous voulez. C'est des petites compagnies qui sont créées, mais c'est vraiment les investissements étrangers dépassent pas les quelques dizaines de millions de dollars. Donc on a un peu d'investissement étranger de la Russie, l'Iran, mais qui se réalise pas toujours. Par exemple, vous avez un contrat pour construire, ça a été le cas à plusieurs reprises, avec une compagnie privée de l'Iran, et alors surtout quand on parle de compagnie privée iranienne, privée entre guillemets, ça c'est très souvent lié aux gardiens de la révolution, c'est maintenant, etc. Parce que les investisseurs iraniens, pour leur grande majorité en Iran, la Syrie c'est pas un marché attractif, c'est plutôt l'Asie, c'est l'Europe, s'ils veulent, chercher des choses. Donc les monarchies du Golfe, il y a bien sûr les sanctions, le fait que les États-Unis n'ont pas encore donné vraiment une green light, mais aussi la Syrie, c'est pas un marché très attractif. Vous n'avez pas un système financier très fort. Vous avez une livre syrienne qui, juste pour vous donner qui est pas très stable, qui continue ça fait quelques mois, 3-4 mois, elle est stabilisée. Mais il faut savoir qu'en 2019, 500 livres syriennes, c'était $1. Aujourd'hui, on parle de 14 000, 15 000 livres syriennes qui vaut $1. Et le secteur bancaire syrien, dans ce processus de privatisation, qui devrait en jouer un rôle en prêtant énormément, dispose d'assets ou de capitaux qui dépassent pas les 3 milliards de dollars. Donc, vous avez des destructions en Syrie qui dépassent ces centaines de milliards de dollars. Juste pour vous rendre compte des chiffres qu'il faut donc on est très loin d'un processus de reconstruction. La normalisation n'a pas apporté énormément d'investissements économiques des pays de type monarchie du Golfe ou autres. La Turquie, voilà, il y a la réouverture de passage entre les zones sous contrôle de l'opposition aux différents groupes armés, on va dire, et le régime, mais bon, ça va pas permettre un grand boom économique, on va dire. Et voilà, la Syrie reste un marché relativement petit de 20 millions de personnes avec un pouvoir d'achat très très faible, comme je l'ai expliqué. Donc c'est pas très attractif. Et avec beaucoup de problèmes, comme j'ai pu en discuter, notamment au niveau des infrastructures et autres. Au niveau russe et iranien, il y a des investissements un peu. Les Russes ont fait dans tout ce qui est ressources énergétiques dans ces dernières années, mais ça peine à se concrétiser, à avoir des effets sur le terrain ou bien un peu dans le secteur touristique. De même que l'Iran, c'est un peu similaire, leur investissement reste relativement, on va dire, limité. Donc, on voit que la normalisation, et ça, elle reviendra,
reste surtout diplomatique plutôt que politique et économique, selon moi, avec peu d'encouragement. Et malgré, on a pu entendre, voilà, l'Arabie Saoudite a réouvert son ambassade en Syrie récemment, il y a quelques semaines. Erdogan a appelé depuis New York à une rencontre avec Bachar el-Assad. Ce sont plutôt, de manière plus générale, une normalisation qui cherche surtout les intérêts des pays autres que celui de la Syrie. Il faut se replacer aussi dans une perspective, ce que je disais, autoritaire. La normalisation entre l'Arabie Saoudite et la Syrie vient aussi après la normalisation de l'Iran. C'est indirect. Et cette relation sera dépendante aussi de cette relation. Et une volonté plus générale de différents États de la région de réimposer une forme de stabilité autoritaire dans la région. Ça veut dire on deal avec le régime syrien, il est là pour rester, mais ça ne veut pas dire on va réinvestir massivement demain. Il y a tout un certain nombre de problèmes qui restent sur la table. Bon, on pourrait parler du Captagone aussi, qui reste un souci. Notamment, il y a eu une augmentation de problèmes depuis 7 octobre avec la frontière jordanienne. Donc, on est dans une situation assez catastrophique en Syrie qui s'empire. Mais aussi, encore une fois, comme je disais, il faut la comprendre dans une perspective régionale. On peut pas séparer, par exemple, le sort du Liban et de la Syrie. Lorsque la crise financière libanaise a commencé, je vous disais la période 2019, ça a eu un effet extrêmement important sur la livre syrienne également. Le Liban a souvent été une porte d'entrée pour le commerce par rapport à la Syrie, et le fait de la crise économique perdue au Liban, et je pense, va perdurer à cause du système politique et économique là-bas, n'arrange pas les choses. Vous voyez également en Irak, les choses s'améliorent pas. Je vais même pas parler du côté des territoires occupés palestiniens. Mais vous avez un ensemble régional qui ne permet pas d'être très optimiste dans cette perspective, malheureusement, avec un régime extrêmement prédateur qui ne pose pas les conditions, au contraire, d'un redéveloppement économique. Au contraire, ces politiques économiques approfondissent les problèmes qui, selon moi, étaient à l'origine du soulèvement populaire en 2011, qui sont de plus en plus d'inégalités sociales, une privatisation qui profite à un tout petit nombre, et une croissance de la pauvreté absolument énorme, et dans lequel il joue un rôle. Bien sûr, les sanctions jouent un rôle, mais on ne peut pas ignorer le rôle du régime syrien dans ses destructions, bien sûr armées et autres, mais dans sa politique économique même. Alors, vous avez pu voir, je ne sais pas, ces dernières semaines, il y a eu la nomination, non, pas dernière semaine, cette semaine, pardon, je crois, la nomination d'un nouveau gouvernement avec beaucoup de têtes qui ont changé, mais l'orientation principale va perdurer, et surtout, c'est pas là où le pouvoir se place. C'est ça aussi qui est aussi important de comprendre. Donc ça suivait l'élection qu'il y a pu avoir, ce qu'on appelle le soi-disant Parlement syrien. Donc voilà, j'espère avoir donné une image, alors qui est absolument négative, mais si vous voulez une image positive, faut pas parler malheureusement de cette région actuellement, et de la Syrie. Il y a beaucoup de détails, mais je suis content de revenir, si possible, dans les questions sur certains points, et j'espère avoir été clair. Mais c'est vous donner une vue générale de la situation économique en Syrie. Et voilà, maintenant je laisse la parole à Hala, et je crois avoir respecté mon temps de 20 minutes. Merci beaucoup, Joseph. Tu as effectivement respecté. Juste avant de passer la parole à Hala, je voudrais que tu dises un mot quand même sur le rôle que joue le Captagon dans l'économie syrienne, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la première ressource du régime. Est-ce que c'est effectivement le cas et je te pose la question parce que ça fera aussi une liaison après avec Hala, puisqu'on sait que cette question du Captagon était aussi une question qui était mise à l'ordre du jour de la normalisation avec les pays du Golfe en particulier. Tout à fait. Moi, je fais très attention sur les chiffres. J'aime pas. Il faut faire. Certains ont parlé de 10 milliards de dollars de revenus. Ça voudrait dire 10 fois la valeur totale des exportations syriennes. Moi, je suis ni dans l'inflation, ni il faut diminuer l'importance que constitue, bien sûr, la production de Captagone en Syrie. Après, à dire que ça représente 10 fois les valeurs totales d'exportation, je pense qu'il faut faire attention. Et il y a tout un réseau aussi qui est constitué dans lequel d'autres plus petits acteurs, d'autres réseaux à l'extérieur du pays profitent aussi. C'est ça qu'on ne parle pas. Comment le Captagone peut passer de la Jordanie
jusqu'en Arabie Saoudite. Mm. Donc ça veut dire qu'il y a réseau aussi dans ces pays. C'est pas possible si ça passe pas. Donc ça, c'est souvent pas discuté. Ce qui est certain, on peut dire, c'est déjà cet argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Si elle rentre dans les caisses de quelque chose, c'est dans les caisses principalement. Le plus gros acteur qui est dans la production et la distribution, c'est la 4e brigade, et dans lequel joue également un rôle la 4e brigade. Donc, pardon, pour expliquer vite fait, c'est l'unité militaire la plus sophistiquée et qui est privatisée, entre guillemets, par Maher al-Assad, le frère de Bachar el-Assad, qui dispose de moyens militaires beaucoup plus importants et qui, durant la guerre, a vu son importance économique grandir énormément. Donc, Maher al-Assad, on dit aujourd'hui que les deux principaux, si vous voulez, poids économiques ou personnages économiques à travers le réseau, c'est d'un côté Maher al-Assad avec la 4e brigade, qui a été investi dans l'économie licite, mais également dans l'économie licite et formelle, l'investissement immobilier, terre et autres, et à travers différents businessmen. Et la deuxième personne, c'est bien sûr Asma al-Assad, pardon, et ses réseaux. Et c'est eux les rôles dominants. Et les nouveaux businessmen sont liés à cela. Donc, le Captagon permet de financer des activités de la 4e brigade, de mettre cet argent dans l'économie formelle. Mais voilà, est-ce que c'est 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards? Moi, je vais pas me rentrer dans ces chiffres, mais c'est un revenu certainement important. Mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a aussi une volonté de dire que c'est ça. Si demain il y a plus de Captagon, est-ce que le régime syrien ne marche plus? Non, je pense pas non plus. Il faut juste faire attention aux chiffres. Il faut pas nier son importance ni la diminuer. Voilà. Je préfère avoir une réponse parce que c'est impossible de savoir. C'est simplement impossible de savoir la valeur totale parce qu'aussi la valeur totale est calculée si tout le Captagon était vendu au prix le plus haut, etc. Donc c'est des calculs, voilà, un peu. Bon. Merci beaucoup, Joseph, pour ces éléments de réflexion. Alors maintenant, je passe la parole à Hala et qui va nous parler justement de cette normalisation où nous en sommes. Alors, normalisation, réhabilitation, réintégration, selon qui parle et où on se place, qui est vraiment la question que se pose tout le monde. Pour planter le décor, je voudrais revenir à 2 images de l'actualité très très récentes. 2 images très contrastées d'ailleurs. Mardi dernier, 24 septembre, la première actualité, le premier tableau, c'est une grande occasion mondaine à Damas. C'était la fête nationale saoudienne qui a été célébrée en grande pompe à l'hôtel Four Seasons de Damas, donc le grand hôtel de luxe de la capitale, avec des centaines d'invités, des stars de la musique et du cinéma et toute la jet set locale. Lundi 24 septembre, c'était quand même le lendemain de la mort de 500 Libanais sous les raids israéliens. C'était un peu une réédition d'ailleurs de 2 semaines avant où l'ouverture officielle des travaux, comme ils disent, de l'ambassade d'Arabie Saoudite avait également été l'occasion d'une autre fête mondaine, réception, etc. Donc, si vous voulez, ce côté de l'Arabie Saoudite bling bling arrive à Damas dans le contexte économique que Joseph Nahal vient de nous présenter. La deuxième image, complètement contrastée, en lien avec cette normalisation, c'est le 10 septembre dernier au Caire. C'était le Conseil de la Ligue arabe. Et ça tombait par hasard avec une visite de réconciliation entre la Turquie et l'Égypte, qui était brouillée depuis des années. Et donc, le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, a été invité par les Égyptiens à assister au Conseil de la Ligue arabe, donc qui réunit tous les ministres des Affaires étrangères arabes. Et au moment où il a pris la parole,
la délégation syrienne présidée par le ministre des Affaires étrangères s'est retirée de la salle avec un grand geste démonstratif. Genre, la Turquie, on n'en veut pas, on veut la beauté des réceptions saoudiennes plutôt que... Donc, on a ces deux images contrastées sur l'évaluation de la normalisation entre les pays arabes d'une part et la Turquie, puis également explique un petit peu les motivations du régime Assad pour cette normalisation. Parce que la question qu'on se pose pas, c'est pas qui veut normaliser ou qui veut et pourquoi, mais est-ce que finalement le régime Assad veut cette normalisation? Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il est prêt à payer le moindre prix ou la moindre condition? Bon, je vais commencer par la normalisation au niveau régional avant d'élargir à l'Europe et éventuellement aux États-Unis, en rappelant les derniers pas. Bon, évidemment, le moment de réintégration, la grande consécration a été en mai 2023, avec le sommet de Riyad. Mais dès 2018, c'était les Émirats arabes unis qui avaient officiellement réouvert leur ambassade à Damas, avec, en même temps que suivi très vite par le Bahreïn et le sultanat d'Oman, et parallèlement, c'était exactement le moment des accords d'Abraham. Peu après, peu avant 2018, donc on fait des accords avec Israël et on ouvre avec la Syrie. Donc, bon, Abu Dhabi, il y aura la première visite officielle en pompe de Bachar al-Assad dans une capitale arabe, Abu Dhabi, l'été 2022, avec Masma al-Assad en grande tenue, etc. Bon, les autres pays qui avaient rompu, parce que tous les pays arabes n'avaient pas rompu avec la Syrie en 2012, je pense notamment à l'Algérie, à l'Irak, etc. Parmi les autres, il y avait la Jordanie a essayé aussi très vite avant de normaliser formellement, de rouvrir par exemple le poste frontière. Et là, l'espoir, c'était de contrôler un petit peu, bon, d'avoir des exportations, des échanges notamment agricoles, mais aussi de commencer à contrôler ce commerce du Cap-Tagon qui passait par sa frontière. Et ça s'est révélé une véritable catastrophe parce que il y a eu presque tous les quelques jours, c'est devenu une confrontation armée à la frontière avec les dealers et les trafiquants et les qui passaient donc avec les cargaisons de drogue à travers la frontière, puisque c'était la voie obligée pour les pays du Golfe. Alors, il y a eu aussi une date importante, c'était le séisme de février 2023, qui a touché essentiellement la Turquie, mais beaucoup aussi la Syrie. Ça a un petit peu accéléré ce mouvement des pays arabes qui ont tout de suite voulu montrer leur solidarité. Et on a cité par exemple les ministres des Affaires étrangères égyptiens et saoudiens se sont rendus avec une aide humanitaire. Tous les pays du Golfe ont apporté de l'aide humanitaire, que ce soit dans le nord ou dans la région de l'attaquer. C'était une amorce, c'était une occasion en fait de montrer que bon, on est quand même solidaire, etc. Puis bon, le grand moment, ça a été évidemment le sommet de Riyad, qui était essentiellement bon. Il faut regarder ça évidemment du point de vue de la politique saoudienne, avec MBS qui veut s'imposer comme le grand nouveau leader arabe, et avoir tout le monde autour de la table. C'était son premier sommet accueilli sur son territoire. Donc, il fallait qu'il ait tout le monde autour de la table. Il avait déjà entamé. Et puis, bon, ça rentre évidemment dans la politique on veut commencer à désamorcer les conflits et les problèmes dans la région parce que c'est son projet économique et social, etc., sa grande vision, comme on l'appelle, appelle bon, à plus de stabilité. Bon, j'espérais en fait.
Mais dans le même temps, cette réintégration à la Ligue arabe, cela dit, bon, il lui a pas donné plus de 5 minutes de temps de parole hein, au sommet de Riyad, comme tous les autres. MBS est un homme pressé, donc Bachar al-Assad n'a pas eu quand même le parterre qu'il espérait pour ce grand retour dans la famille arabe. 5 minutes, il était très frustré, il en a pas beaucoup profité d'ailleurs. Bon, cette réintégration avait, sans poser des conditions préalables, ni des vraies conditions, il y avait dans les négociations pour la réintégration de la Syrie, trois quand même fondamentaux, enfin 3 demandes fondamentales de la part des pays arabes. La première demande ou espoir, c'était de favoriser un retour des réfugiés syriens, notamment dans les pays voisins, en Jordanie, Liban, et de lutter contre la production et le trafic de Captagon, surtout de la part des pays du Golfe qui en sont vraiment ravagés pour leur jeunesse, plus en espoir, un investissement dans une prise de distance avec l'Iran, même si effectivement quelques mois plus tôt, l'Arabie Saoudite avait rétabli ses relations avec l'Iran. Bon, alors pour bien que cette réintégration, que cette normalisation se fasse, la Ligue arabe avait créé un comité de suivi composé des principaux pays intéressés. Je crois qu'il y avait la Jordanie, le Liban, etc. Lequel pays a fait 2 réunions qui n'ont servi à rien. Enfin, parce que pour le régime de Bachar al-Assad, il considère qu'il a gagné la guerre. C'est pourquoi on revient vers lui. Et qu'il n'a absolument pas à acheter le prix de la reconnaissance, à payer un prix pour cette reconnaissance, ni obéir à des conditions, ni à avoir quoi que ce soit, à rendre des comptes. Pardon. Alors, en ce qui concerne la Turquie, c'est tout à fait contrasté. Enfin, c'est complètement... la démarche est complètement différente parce que ça fait quelques mois, mais même quelques années aussi, qu'il y a une sorte de jeu de poker menteur avec la Turquie, entre le régime syrien et la Turquie, avec, paradoxalement, alors que c'était la Turquie qui avait pris la position la plus avancée, qui avait le plus soutenu l'opposition, y compris l'opposition armée, etc. Bon, la bascule ayant eu lieu, voilà, même la Turquie, sous pression d'ailleurs, énorme pression de la présence de ces réfugiés syriens en très grand nombre, presque 4 millions, en Turquie, a commencé à vouloir rétablir les relations. 2 facteurs, donc il y avait cette histoire des réfugiés et la question kurde, la question des Kurdes de Syrie, où avoir le point commun entre Bachar al-Assad et Erdogan, c'est il faut pas d'entité kurde. Au nom de l'unité de territoire syrien, il faut vraiment bloquer la possibilité d'une autonomie ou d'une région autonome turque. Alors évidemment, ceux qui plaident pour ce rapprochement entre Turquie et Syrie, c'est la Russie. La Russie que ça arrange beaucoup, d'une part parce qu'ils ont des relations proches, enfin des Syriens évidemment, mais des Turcs aussi, et en même temps, ils sont un peu d'accord pour un peu baisser l'influence de l'Iran. Il y a une tendance générale, aussi bien de la part des pays du Golfe que de la part des Russes, plus ou moins de diminuer la mainmise iranienne sur la sécurité, sur la présence, sur l'économie en Syrie.
Et là, alors qu'on se serait attendu à ce que, bon, Bachar al-Assad trouve ça très bien aussi de normaliser avec la Turquie. Alors là, il y a une réticence, mais complète, même sous la pression de ses parrains russes, même cela. Non, il faut libérer. Je ne peux pas normaliser avec quelqu'un qui occupe des troupes, dont les troupes occupent le territoire syrien, puisqu'on le sait, la Turquie, directement ou indirectement, à travers plusieurs formations armées et bon, je ne vais pas rentrer dans la salade du nord-est syrien, des différents groupes armés qu'ils ont, mais bon, beaucoup sont soutenus, sponsorisés, certains complètement contrôlés par la Turquie, et puis une présence armée turque. Donc voilà, c'était la condition. On a déjà, c'est comme pour les Américains qui sont présents sur le sol syrien, évidemment, la présence des Iraniens ou des Russes, la présence armée des Iraniens et des Russes ne compte pas, puisque eux, c'est à l'invitation du régime. Donc, ils disent pareil. Les Turcs, c'est comme les Américains, ils occupent une partie du territoire, on ne veut pas normaliser avec eux. Du coup, bon, sous la pression russe quand même, le régime syrien est obligé de répondre aux sollicitations de la Russie. On a une première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères turcs et syriens à Moscou en décembre 2022. Il n'en sort pas grand-chose. L'année d'après, peu après, quelques mois après, il y a une réunion quadripartite, alors avec la Turquie, la Syrie, la Russie et l'Iran, cette fois-ci, pour qu'il n'y ait pas justement cette histoire de rivalité avec l'Iran. Mais après, les tentatives de rapprochement s'effacent. Depuis le 7 octobre de 2023, il se passe plus grand-chose. Et quand Erdogan relance un appel solennel à une normalisation, voire à une rencontre au sommet, à nouveau, Bachar al-Assad pose des préconditions et n'y va pas. Ne veut pas. Il serait aussi sous pression iranienne qui l'encourage à raidir sa position vis-à-vis de la Turquie. Et finalement, il ne sait pas trop son intérêt de la normalisation avec la Turquie. C'est-à-dire qu'il faut voir que du côté du régime syrien, on n'est pas en train de courir après la normalisation à tout prix. Oui, les pays du Golfe, c'est intéressant parce que on rêve d'investissement, qu'on peut éventuellement alléger la mainmise iranienne, mais la Turquie, c'est quoi? C'est au contraire la Turquie qui va à nouveau réinvestir l'économie syrienne et envoyer ses marchandises. Donc, il y a vraiment très peu de motivation réelle de la part des Syriens pour la normalisation avec la Turquie. Mais bon, il fait un petit peu rejouer cette rivalité à un jeu des équilibres entre les rivaux, les alliés, etc. Donc, un retour un petit peu à l'époque Hafez al-Assad, sauf que là, la Syrie a nettement moins d'atouts qu'avant. Et Bachar al-Assad essaye de jouer une sorte de jeu d'équilibre, tant bien que mal, avec au fond pas un très grand intérêt dans la normalisation. Contrairement à ce qu'on peut faire, là, tout le monde est en train de se poser la question, on y va pas, mais non, il considère qu'il a gagné. Il a monopolisé, comme vient d'expliquer Joseph Daher, toutes les ressources, le peu de ressources qui restent dans le pays, avec une mafia autour de lui. Il n'a pas beaucoup plus d'ambition. C'est fini l'époque où il voulait contrôler toutes les décisions au Liban, chez les Palestiniens, etc. C'est une époque complètement révolue. Il est très content sur sa principauté.
Voilà, pourvu qu'il est... Donc voilà, on est dans une... cela dit, bon, comme l'a expliqué Joseph aussi, cette normalisation, même avec les pays du Golfe, n'a pas apporté énormément financièrement ou pour l'économie du pays ou pour quoi que ce soit. Ça a été, bon, ça peut rapporter aussi une compagnie aérienne, quelques business pour les quelques hommes d'affaires ou mafias d'affaires autour du palais, mais pas de façon significative pour le pays, en tout cas pas d'investissement significatif, que ce soit dans les infrastructures, pour la reconstruction, etc., parce que les pays du Golfe ne font toujours pas confiance. Et puis, il y a un tel degré de corruption qui ne font pas confiance non seulement à la stabilité, mais aussi à la transparence possible de leurs investissements éventuels. Et contrairement à l'Égypte, où par exemple ils mettent quand même de l'argent parce que le poids politique et géographique et démographique de l'Égypte est tel que c'est bien d'acheter de l'Égypte, mais acheter de la Syrie, c'est pas très intéressant. Du point de vue des Émirats, par exemple, c'est pas grand-chose. Alors, est-ce que là, mais tout de même, cette normalisation, cette réintégration arabe, etc., qui a dit, bon, finalement, qui a consacré le fait que il est là, ce régime, lui, il est en place, il a gagné, entre guillemets, c'est lui. Comment faire? On avait rompu les relations parce qu'on espérait qu'il allait s'en aller, mais maintenant, 12 ans plus tard, il est toujours là. Est-ce qu'on continue? Donc, ce mouvement, évidemment, a fait mouche un petit peu partout, et notamment en Europe. Les Européens commençaient à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait de la Syrie? Qu'est-ce qu'on fait avec la Syrie? Est-ce que... alors, bon, des divisions, évidemment, ont commencé. Et puis, là, dernièrement, c'est l'Italie comme pays le plus significatif, parce que d'autres n'avaient jamais vraiment rompu, hein, même au sein de l'Union européenne, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, il me semble, n'avaient jamais rompu leurs relations diplomatiques. Ils appliquaient les sanctions quand même, mais quand l'Italie, qui est quand même un des pays pesants, on va dire, dans l'Union européenne, le gouvernement Meloni a réouvert à l'automne dernier, je crois, c'était il y a 1 an, son ambassade à Damas. Ça a été vraiment une percée. Paradoxalement, encore une fois, une percée du point de vue européen ou de ceux qui penchaient vers la normalisation. Mais le régime syrien n'en a pas fait une heure de gloire. Hein. Ça n'a pas été du tout des festivités ou de donner de l'importance. Bon, alors évidemment, l'obsession italienne de faire avec le régime de Damas, c'était de rétablir, encore une fois, la question des réfugiés. Croire ou faire croire, parce que ce soit du point de vue de la Turquie, c'est vraiment l'obsession réfugiés, du point de vue de la Turquie ou du point de vue de l'Italie, ils sont tout à fait conscients que c'est pas le fait qu'ils aient rompu les relations qui empêche les réfugiés de rentrer en Syrie. Et c'est surtout le régime syrien qui n'a pas du tout les bras ouverts pour accueillir à nouveau sa population. D'abord, c'est une population plutôt en colère contre lui toujours. Il n'a ni les moyens, ni la volonté, et il préfère une Syrie de 15 millions d'habitants à une Syrie de 25 millions. Donc bon, c'est vrai que le gouvernement Meloni avait déjà rétabli un petit peu, elle, avant même d'arriver au pouvoir, au nom de la défense des chrétiens en Syrie, elle plaidait déjà pour un rétablissement des relations. Mais cet élan à la fois arabe et puis de l'Italie,
a poussé une partie des 8 pays européens, en juillet dernier, à vraiment mettre le sujet sur la table. Parmi eux, bon, l'Autriche, la Chypre, la République tchèque, etc., avec une lettre officielle à l'Union européenne réclamant une révision de stratégie à l'égard de la Syrie de Bachar al-Assad. Autrement dit, bon, maintenant, reposons-nous. Pourquoi on continue à avoir des relations rompues? Pourquoi on maintient les sanctions? Pourquoi ne pas aller sur les chantiers, éventuellement sur des chantiers de reconstruction? Bon, face à cette tendance, restent les deux piliers quand même, la France et l'Allemagne, restent encore très fermes sur le fait de ne pas rétablir de relations, même s'il y a eu des contacts informels, mais ils restent fermes sur la non-normalisation et arrivent encore à imposer cette ligne au reste, puisque bon, l'Union européenne voulait quand même conditionner ce retour, pas faire comme les Arabes, obtenir une contrepartie, et notamment des progrès dans la transition politique, dans l'application de la résolution de l'ONU qui exige ou qui demande qu'un processus de transition politique soit mis en œuvre. Or, bon, évidemment, ça n'a jamais eu lieu. Et bon, partant de l'idée que ça n'a pas fonctionné comme ça, que la pression n'a pas fonctionné, les pays européens qui réclament de changer de position et de reprendre, en même temps, n'ont pas des arguments pour justifier le pourquoi. À quoi ça sert? Parce que il faut bien se dire, sur les réfugiés, ils savent que ce n'est pas réaliste. C'est un peu illusoire de croire que c'est parce que on n'a pas de relation qu'il y a tant de réfugiés et qu'ils ne rentreront pas. Pareil, de l'autre côté, le régime n'a pas l'air très motivé. Il n'offre rien aux Européens pour les attirer, pour leur dire, on aimerait vraiment. Il n'y a pas de lobbying, il y a quelques hommes d'affaires qui essayent de supplier d'agir et d'employer des grands avocats, etc., pour qu'ils soient enlevés de la liste des sanctions européennes, en sous-main, des hommes d'affaires proches du régime. Mais bon, à part eux, parce qu'ils ont envie de venir faire le shopping en Europe, on voit pas de vrais besoins. Et apparemment, il y a même des diplomates qui sont sur place, certains diplomates européens sont là, très embarrassés de voir le peu d'enthousiasme que montrent les officiels syriens et le peu d'accueil, enfin, rien. Ils n'ont ce qui est peut-être beaucoup, encore une fois, du fait que aujourd'hui, Bachar el-Assad et son entourage se contentent de ce qu'ils ont. Ils sont très contents comme ça. Le pays est en ruine, mais eux, ils vont bien. Ils font leurs affaires, ils maintiennent, ils contrôlent plus ou moins, ils jouent l'équilibre entre leurs alliés, leurs parrains, leurs rivaux. Ça joue doucement. Mais ils n'ont aucune perspective, ils n'ont aucune stratégie, y compris de réintégrer. C'est bon, je dirais enfin un mot du côté des Américains où la tentation n'existe pas vraiment. Je rappellerai quand même le rôle d'un lobby syrien, syro-américain, puissant, qui a réussi quand même avec le Caesar Act à imposer le Caesar Act suite, ce dont on a parlé tout à l'heure avec Clémence qui est toujours là, qui a fait que, donc, avec le dossier César, ce Caesar Act, c'est un paquet de sanctions qui implique tout le monde. Je veux dire, on peut pas. Maintenant, c'est pas seulement les États-Unis qui ne peuvent avoir de lien ou de commerce avec la Syrie, mais
leurs sanctions s'appliqueront à tous les autres qui feraient commerce avec les Syriens, ce qui aussi freine les pays du Golfe, évidemment. Donc bon, ce Caesar Act reste assez efficace. Mais pour les Américains, c'est vraiment tellement pas prioritaire comme dossier. Politiquement, c'est bon, c'est bien. Il y a des lobbies syriens, pro-syriens, quelques congressmen qui agissent, qui font le job. C'est un peu gelé comme question. Gelé qui gèle la normalisation. Enfin, tout ça traduit, enfin, que ce soit européen ou américain, et même arabe, montre, en somme, l'absence de stratégie. L'absence de stratégie sur la Syrie depuis des années, et bien avant la tentation de la normalisation, continue, en fait. Et ceux qui cherchent à normaliser ne savent pas trop pourquoi. Ceux qui ne veulent pas normaliser savent aussi que ça n'a pas d'intérêt, mais n'ont pas une stratégie derrière. Et voilà, on est face à nouveau au gel du dossier syrien, qui évidemment maintenant peut voir s'il va interagir avec des dossiers beaucoup plus explosifs du conflit, évidemment, avec les Palestiniens et maintenant avec le Liban. Voilà. Merci beaucoup, Hala. Et peut-être justement, avant de redonner la parole à Joseph, qui aura peut-être des choses à dire ou à compléter, quand même, j'aimerais bien t'entendre en quelques mots sur, justement, on voit Israël qui bombarde régulièrement la Syrie maintenant depuis un an et même auparavant, sans qu'il y ait aucune réaction. Pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de cet état de fait, de ce silence absolument incroyable de la part de ce régime, alors que son territoire est violé pratiquement tous les jours? Je crois que ça complète très bien cette attitude de c'est pas mon problème. Cela dit, il faut voir que il y a d'une part, c'est des coups portés essentiellement aux milices pro-iraniennes, aux forces pro-Iran, aux convois d'armes vers le Hezbollah, etc. Tout ça, c'est pas mal à prendre. C'est pas mauvais à prendre pour le régime de Bachar el-Assad. Certes, ils l'ont défendu, certes, sans eux, il n'aurait pas plus été là, mais là, se débarrasser un petit peu les arrivées, ça ne dérange pas. Il n'y a même pas d'exigence. Je veux dire, la dégradation des relations avec le Hezbollah est assez remarquable. Il y a des emblèmes, des trucs symboliques, c'est quand avant la télé officielle syrienne diffusait systématiquement les discours de Hassan Nasrallah, quoi qu'il arrive. Et là, ces dernières semaines, alors que la situation est gravissime, ça se fait plus. Ah oui. La télé syrienne ne diffuse plus les discours de Nasrallah. Pour remonter aussi à la question palestinienne, au Hamas, Bachar al-Assad, qui est quand même très teigneux, n'a jamais pardonné au Hamas au début de la révolution en 2011, alors que le bureau du Hamas était basé à Damas, n'a jamais pardonné qu'ils ne prennent pas parti pour lui, qu'ils ne le défendent pas. Ils n'ont pas tout à fait pris parti pour l'opposition, pour la révolution, mais ils n'ont pas défendu. Et comme ils étaient aussi très aidés par le Qatar, quand le Qatar leur a dit, laissez tomber ce régime, laissez tomber Damas et venez à Doha, ils n'ont pas résisté un instant, ils sont partis. Et là, Bachar al-Assad n'a pas du tout aimé. Et donc, c'est un vieux teigneux. Quand tant qu'Israël écrasait le Hamas, Bachar al-Assad ne voyait aucun inconvénient. Et effectivement, ça s'est traduit par je suis pas là. Je suis pas là. Ça se passe chez moi, mais je suis pas là. Mais c'est quand
même une démonstration quand même d'une faiblesse de ce régime qui laisse les uns les autres chez lui bombarder, même si effectivement ça l'arrange parce que ça affaiblit l'Iran et donc c'est tout bénef pour le régime syrien, s'il faut. Oui, non, mais c'est vraiment un rétrécissement total. On est autour du palais, voilà. On est bien dans notre palais. Il y a vraiment un rétrécissement. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus de volonté. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de... Personne n'a une politique syrienne, mais la Syrie n'a pas de politique non plus. Joseph, qu'est-ce que tu penses de ces derniers propos tenus par Hala sur le fait que personne n'a de stratégie finalement et que c'est un régime qui s'est complètement rétréci et du coup, comment les choses peuvent-elles évoluer à partir de ce constat? Non, disons, il y a plusieurs points que je voudrais soulever. Tout d'abord, c'est de dire très clairement que la Syrie n'est plus ou pas une priorité, que ce soit pour la grande majorité des États arabes, ni même, je dirais même pour la Turquie, ni pour l'Europe et les États-Unis. Deuxième chose, c'est encore moins une priorité depuis le 7 octobre. Et les évolutions politiques qui se passent. Si on va prendre différents, l'Europe voit principalement aujourd'hui la question, et même les pays dits, entre guillemets, ceux qui se défendent le plus la position, entre guillemets, historique depuis 2011, voient principalement la Syrie sur un prisme sécuritaire et migratoire. Ok, c'est la question principale. Même, l'Italie, c'est vrai, a accéléré le pas, mais il faut pas oublier que Rome accueillait Ali Mamlouk en 2018, chef des services de sécurité syriens. Il y avait une collaboration qui se maintenait. De même que le reste, Macron décrivait à la suite de son élection en 2018, je crois, disait Bachar al-Assad est l'ennemi des Syriens, mais pas des Français. Moi, mon ennemi, c'est Daesh. Donc, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Et c'est le prisme sécuritaire et migratoire. Dans ce cadre-là, il faut inscrire la question migratoire sur les accords qui sont conclus entre l'Union européenne et différents États de la région, notamment l'Égypte, dont il y a des accords commerciaux, économiques, mais également on donne de l'argent à l'Égypte pour garder les réfugiés. On fait la même chose avec le Liban et on fait la même chose avec la Turquie. Et la question qui est aujourd'hui sur la Syrie pour l'Europe, pourquoi on parle un peu plus de ce que je vous disais, une approche plus développementale de l'aide humanitaire? Parce qu'on sait que l'aide va diminuer, on voit que la migration continue. Donc, s'il y a possibilité d'un peu plus d'aide développementale, permettrait peut-être, pourquoi pas, une petite croissance, que les gens restent. D'accord? Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a, dans ce cadre-là, oui, il y a peu de stratégies à moyen long terme, mais aussi parce que c'est pas une priorité au niveau européen. Sur les questions des processus de normalisation, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas la Syrie qui l'a entamé, parce que c'est à chaque fois, le régime syrien est profondément faible. Et que c'est une conséquence, très souvent des processus de normalisation, des intérêts politiques des pays avoisinants et de leurs priorités politiques. L'Arabie Saoudite, bon, Katagoun, c'est une chose. Mais ce qui est principal pour l'Arabie Saoudite, et c'est une conséquence de la normalisation avec l'Iran, c'est de permettre une stabilité autoritaire pour amasser des investissements étrangers. Parce que la tension avec l'Iran a été un échec. La politique agressive de l'Arabie Saoudite dans la région contre l'Iran a été un échec total. Le Yémen, les Houthis ont bombardé l'Aramco et autres. Au Liban par rapport à Hezbollah, c'est un échec total. Et ils ont vu que ça crée de l'instabilité. Et dans le contexte du changement d'économie politique, d'attirer des investissements étrangers, horizon 2030, juste pour rappel, ils espèrent attendre 100 milliards de dollars d'investissements étrangers. Encourager, il faut une région plus stable. D'accord? De même que la Turquie. La Turquie, ça vient de considérations internes et ça suit des normalisations qui ont eu lieu. Avec l'Arabie Saoudite, et pour rappel, si vous vous rappelez, Erdogan disait jamais de la vie l'Arabie Saoudite après l'assassinat de Khashoggi. D'accord? L'Égypte de Sisi, c'est un criminel, Sisi. C'est ce qu'il disait. Bon, Erdogan a fait la même chose avec Poutine. Mais parce qu'il y avait des considérations internes, maintenir son pouvoir, juste pour rappel, encore une fois, juste avant les élections, pour la réélection de Erdogan en 2023, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont mis quelques milliards de dollars dans les réserves de la Banque centrale turque pour maintenir la livre turque pendant quelques mois plus ou moins stable.
Donc, il faut comprendre, et il y a des investissements économiques qui ont augmenté depuis, également avec l'Égypte. Et la Syrie, c'est une conséquence également sur la question des réfugiés, sur la question de vouloir dealer avec le nord-est et le nord-ouest. Mais là, je pense aussi, c'est bon. Le problème principal pour la Turquie, pourquoi ça avance pas la normalisation, c'est la faiblesse du régime. Elle pourra pas recevoir des nouveaux réfugiés, elle pourra pas gérer le nord-est et le nord-ouest, et elle est trop faible pour l'instant pour le nord-est. Et c'est en partie pourquoi la normalisation avance pas en grande partie. Donc ça, c'était des éléments que je voulais apporter. Certes, il y a historiquement, le régime syrien est connu pour sa patience en termes de relations diplomatiques et d'avoir ce qu'elle veut à la fin. Par contre, je suis pas persuadé que cet affaiblissement d'un tel poids est positif. Et d'ailleurs, la patience stratégique qu'avait le régime syrien le faisait souvent en position de force. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, elle est très dépendante, bien sûr, de la Russie, de l'Iran. Je sais pas si elle voit d'un bon œil les bombardements. Elle voit, mais ce qui est certain, c'est que le régime syrien voit pas d'un bon œil l'influence qu'a prise l'Iran et les secteurs du Hezbollah dans sa région. Donc, le fait de ne pas répondre à l'État d'Israël, bon, ça date déjà depuis plus de 10 ans, mais surtout, c'est un choix stratégique qu'a fait le régime syrien depuis 74. À aucun moment, il faut rentrer en conflit direct avec l'État d'Israël sur le territoire syrien. Les seuls moments où il y a eu depuis 74 un conflit indirect, c'était au Liban. Et encore. Mais avant 2011, il y a eu des bombardements. Israël. Jamais ça n'a répondu. Jamais. Et même Hassan Nasrallah, après le 7 octobre, avait dit « On ne demande rien au régime syrien, tellement il a souffert ». Mais il ne faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui, et c'est encore une fois, le régime syrien n'est pas totalement satisfait, mais Hezbollah a des capacités militaires en Syrie, a plusieurs milliers de soldats, a des zones de production. Donc aussi, la Syrie permet d'être un transfert d'armes. Hein. Mais c'est très clair qu'aussi le régime syrien ne fait rien dans une perspective de montrer une certaine forme de modération par rapport aux monarchies du Golfe et à l'Europe également. Et aux États-Unis pour dire, vous voyez, nous, on n'a pas été directement impliqués. Et je pense, il y a ces différents éléments qu'il faut prendre en compte et que la normalisation, en résumé, en gros, n'avance pas pour une chose. La Syrie n'est pas du tout une priorité pour beaucoup de pays. Deuxième chose, la faiblesse du régime de garantir des intérêts étrangers, et notamment de la Turquie. Et ça, je pense, c'est des considérations à prendre en considération, choses à prendre. Juste sur la question des, bon, ça peut-être, il faudrait un autre panel, mais sur la question des sanctions et de César Act, moi, je suis relativement critique, parce que le problème principal du César Act, certes, il empêche une normalisation avancée, ou ne permet pas que la normalisation diplomatique prenne une forme beaucoup plus économique. D'accord? Mais ce groupe de lobby provoque en même temps un manque de séparation entre la société syrienne et le régime syrien. Conséquences sur la population, on ne peut pas les nier non plus. Et sur tout un certain nombre d'organisations également humanitaires. Donc, moi, je serais plus nuancé sur le fait de dire aussi que toutes ces sanctions bénéficient aussi au trafic illicite de certains businessmen qui ont... Donc, il y a des choses, moi, je serais, encore une fois, c'est peut-être un autre panel, mais je pense que les sanctions sont souvent utilisées aussi comme outil de politique étrangère qu'on ne veut rien faire. Et on donne pas de perspective d'avenir. Et c'est un peu ce qui est fait par les États-Unis, disons. C'est qu'on prend des sanctions, et d'ailleurs, les monarchies du Golfe, s'ils vont réinvestir, ça sera pas avec les personnes qui sont sanctionnées. Ils vont devoir trouver un groupe d'intermédiaires businessmen avec moins donc voilà, encore une fois, c'est peut-être un autre panel, que ça peut en permettre d'éviter une accélération de la normalisation, je dirais, économique et politique, plutôt économique, plutôt que politique et diplomatique.
mais ça a aussi des conséquences qu'on ne peut pas nier sur la vie des Syriens et Syriennes. Là, pour le coup, c'est un vrai débat qu'on pourrait avoir dans une autre séance, la question des sanctions, les conséquences des sanctions. Est-ce que les sanctions sont effectivement le meilleur moyen pour exercer des pressions sur un régime, ou si, au contraire, ces sanctions visent essentiellement, enfin, ou des conséquences directes sur la population, beaucoup plus que le régime, et qu'on ne voit pas la population se liguer, enfin, se mobiliser pour renverser le régime tel que ça a été conçu lorsque les sanctions ont été mises en place. Et ça, c'est un phénomène qu'on a vu sur différents terrains. Alors, au Moyen-Orient, évidemment, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak, on le voit maintenant en Syrie. Donc ça, c'est une question, effectivement, beaucoup plus large, sur laquelle il faudrait vraiment se pencher. Mais on a le sentiment que c'est un outil maintenant qui est régulièrement brandi par les pays occidentaux essentiellement. On ne sait pas quoi faire, on met des sanctions et puis on attend de voir. Mais effectivement, les sanctions ne font pas tomber les régimes en tous les cas. En revanche, ça a des conséquences dramatiques sur la population. Donc ça, je suis tout à fait d'accord que ça devrait faire l'objet en tous les cas d'une autre réflexion avec des chiffres à l'appui pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Avant de vous passer la parole, parce que je pense que vous avez plein de questions, je voudrais en quelques mots l'un et l'autre que vous me disiez, à votre avis, quel est aujourd'hui, qu'attend le régime syrien, quel est l'espoir du régime syrien, quel est l'objectif que recherche le régime syrien aujourd'hui? Comment vous pourriez, si on essaye de se projeter, qu'est-ce que vous diriez en tous les cas, ou comment vous essaieriez de répondre à cette question, qui est évidemment une question extrêmement, je pense, difficile, mais comment vous voyez les choses l'un et l'autre? Alors, Hala, tu moi, commences. je crois que je l'ai un peu dit. Un peu dit, oui, mais... J'ai un peu dit, son principal objectif, il l'a atteint. Son principal objectif était de rester en place. Et depuis ce moment-là, il a atteint l'essentiel. Maintenant, il faut rester et avoir les moyens de rester, c'est-à-dire de s'enrichir quand même. Parce que c'est quelque chose, il y a une mobilisation pour l'enrichissement là autour de resserrement des moyens, enfin du peu de ressources d'ailleurs. Non, il y a une vraie folie business au niveau du palais, très importante. Et donc, autre objectif, alors tout ce qui peut entrer, c'est-à-dire dans conforter le fait de rester, ça, ils ne sont pas menacés. Et apporter plus économiquement au cercle, au cœur de Damas, quoi. Pas au-delà, c'est bienvenu. Je ne sais pas, je ne vois pas d'autres objectifs plus loin ou d'autres ambitions. J'ai du mal à voir. Joseph, qu'est-ce que tu... Oui, je suis en partie d'accord avec Allah. C'est le principal objectif premier a été atteint. C'est la survie du régime, même très fortement affaibli, et pas sur tout le territoire syrien, encore pour rappeler. Hein. Oui. Mais un des objectifs supplémentaires, je pense, qu'il voudrait maintenant essayer d'atteindre, c'est essayer de gagner un peu plus d'autonomie. Parce que le tango, alors la pire chose, ça serait que le régime syrien se retrouve simplement ou avec la Russie ou avec l'Iran. Et surtout avec l'Iran. Ça, c'est vrai. Alors, à travers cette normalisation, c'est de permettre, et c'est ce que faisait, alors, plus avant 2011, c'est d'être un intermédiaire entre différents acteurs pour renforcer son autonomie. Par rapport, moins ils sont, plus c'est compliqué pour le régime. Et c'est ça c'est, je pense, une volonté à travers la normalisation de renforcer une partie de son autonomie par rapport à la Russie et l'Iran. Mais je pense pas que ça va se passer demain, parce que je pense pas que c'était l'objectif premier, honnêtement, de l'Arabie Saoudite ou des Émirats quand ils ont normalisé avec la Syrie de challenger l'influence de la République islamique d'Iran. Pourquoi je dis ça? Déjà, les Émirats étaient dans une phase de normalisation parce qu'ils avaient peur de l'instabilité que pouvait créer l'Iran. Deuxième chose plus importante, et l'Arabie Saoudite, c'est la même chose, mais surtout, deuxième chose plus importante, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens pour challenger, pour défier cette influence sur le terrain. La force de l'Iran en Syrie, c'est pas ses investissements économiques, c'est son réseau d'influence de milices. D'accord? Dès lors, le coût que devrait
faire l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui sont pas forcément les mieux pour constituer un réseau de milices. La force de la République islamique d'Iran depuis 20 ans et son principal atout pour faire pression sur les intérêts américains ou européens, c'est son réseau de milices. Et comme on peut le voir aujourd'hui, très clairement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une question, si je peux me permettre, sur le Liban. C'est combien l'Iran peut attendre. Elle veut pas une confrontation directe avec Israël, mais elle veut pas voir son principal atout d'influence dans la région être affaibli. Et là, les Émirats arabes saoudites savent que peuvent pas faire concurrence sur le terrain à l'Iran. Mais le but pour la Syrie, je pense, c'est de gagner un peu en autonomie par cette normalisation politique et pourquoi pas dans un avenir encore plus loin, quelques investissements et autres. Mais cette question d'autonomie est pour moi, je pense, après la survie, c'est gagner plus en autonomie. Mais on parle pas du court terme, hein. On parle d'un moyen ou très long terme. Merci beaucoup, Joseph. Donc, oui, là, oui, il y a 6 heures. Ben, je vous propose du coup de vous donner la parole si vous avez des questions, si vous souhaitez revenir sur tel ou tel point. Il y a des questions en ligne? Le temps que vous réfléchissiez, vous, allez-y alors. Sur le Captagon, justement, quelle est la place de la production dans l'économie syrienne? Est-ce vrai que le régime de Damas est très dépendant ou est-ce un mythe? Alors, Joseph y a répondu tout à l'heure lorsque je lui ai posé la question à la fin de son intervention. Donc, éventuellement, Joseph, si tu voudras rajouter, mais je propose qu'on passe du coup à la deuxième question. Ok. Sur la diminution des aides, notamment aux habitants dans le nord-ouest de la Syrie, l'ONU affirme manquer de fonds, les pays donateurs ne respectant pas leur engagement. Pourquoi? Ça aussi, je crois qu'on a évoqué. Non, on n'a pas. Non, sur l'aide humanitaire, notamment au nord-ouest, c'est-à-dire la région de Idlib, la région où on a quand même 5 millions de Syriens entassés, qui sont venus d'un peu partout, essentiellement des réfugiés. C'est un immense problème depuis surtout la guerre en Ukraine. Ouais. Les organisations internationales ont beaucoup dévié l'aide à l'Ukraine, et donc il y a eu vraiment une diminution importante. Et là, après le 7 octobre, évidemment, ça s'est aggravé avec Gaza, avec l'aide qu'il faut apporter à Gaza. Donc, comme les contributions des États n'ont pas doublé ni triplé ni il y a des aides d'urgence évidemment, mais c'est vrai que l'aide humanitaire dans le nord-ouest syrien pose problème. Cela dit, je ne suis pas sûr, peut-être que Joseph pourra me confirmer, que les gens du nord-ouest syrien vivent plus mal que ceux à Damas ou à Alep, qui ont encore moins d'électricité, encore moins de carburant, etc. Donc voilà, toute la situation du pays, comme Joseph l'a très bien décrite, économique, est tellement effondrée que je pense pas que les populations du Nord-Ouest soient moins défavorisées, soient plus souffrantes. Joseph, tu veux ajouter quelque chose? Non, elle a bien répondu sur la question de l'aide humanitaire. C'est le changement des priorités politiques, tout simplement, des principaux donateurs, qui restent quand même les États-Unis et les États européens. Il faut pas l'oublier. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant de regarder que l'Iran et la Russie ont leur propre réseau et sont pas dans ces donations, très clairement. Et puis leur aide reste relativement minime. Pardon? Et la Turquie aussi pour le nord-ouest syrien. Ah oui, bien sûr. Après, à travers leur propre réseau d'aide humanitaire, et puis en fait, ils essaient d'améliorer en partie la situation socio-économique et les infrastructures pour permettre, entre guillemets, le retour forcé d'un certain nombre de Syriens qui ont été déplacés de force très souvent depuis la Turquie. Alors, on n'est pas du tout dans les centaines de millions qui étaient annoncés durant les élections, mais on a une dizaine de milliers. C'est pas négligeable. Il y a une pression qui augmente sur les Syriennes en Turquie dans ce cadre-là. Et d'ailleurs,
Au Liban, c'était le cas, et d'ailleurs ce débat réapparaît aujourd'hui parce que à cause des bombardements et on est dans une quasi-guerre au Liban, il y a un certain nombre de Syriens et Syriennes qui sont retournés là du sud en Syrie. Donc bien sûr sur la scène politique libanaise, ça reprend le débat, mais de manière absolument négative, comme vous pouvez l'imaginer. Donc et après sur le nord-ouest, disons. Il y a un peu plus d'électricité parce que des compagnies privées, notamment liées à des investisseurs turcs et syriens en Turquie, qui permettent dans des villes à peut-être une meilleure, provision. Mais bon, c'est une compétition de l'horreur, la Syrie. Il faut bien comprendre. Je vais pas me permettre de dire que c'est un peu mieux là-bas. Et elle a raison. Mais c'est une compétition de l'horreur. Dans la Syrie, quand on parle de plus de 90% faut savoir que voilà, la plupart des gens vivent ou bien des envois de fonds, 2-3 boulots, corruption, et la principale priorité pour le grand nombre, et particulièrement les jeunes, c'est de quitter la Syrie. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Attendez le micro parce que pour l'enregistrement, voilà. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Merci pour vos interventions. En fait, j'avais une question sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Il me semble que c'était au lendemain du sommet de Riyad. L'ancien président iranien Ebrahim Raïssi avait salué la décision, sous-entendant indirectement que c'était en gros une reconnaissance un peu de l'influence iranienne de facto en Syrie de la part des pays arabes. Et je voulais savoir du coup si du côté du régime syrien, ce point de vue iranien était partagé ou est-ce que plutôt Bachar al-Assad voyait dans son retour dans la Ligue arabe une forme un peu comme un moyen en fait de contrebalancer l'influence iranienne en Syrie, notamment sur l'armée syrienne et sur certains secteurs de l'économie. Merci. Non, parce que le décalage est impossible. Il n'y a pas de rivalité possible. Compte tenu de la présence, de l'omniprésence, de la domination iranienne sur tous les plans est très ancienne, très implantée. Je veux dire, ça ne date même pas de 2011, ça date de près 2011 déjà. Et là, depuis 2011, les milices, la présence économique, touristique, les Iraniens qui viennent à Damas ou ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui fait vivre tout le souk de Damas. Donc, les pays du Golfe ne peuvent absolument pas contrebalancer, surtout sur le terrain militaire ou démographique, on va dire. C'est impossible. Est-ce que Bachar al-Assad espérait contrebalancer? Ça doit être, mais il sait aussi que c'est complètement disproportionné. Oui, Joseph, si tu veux ajouter quelque chose. Non, je suis en partie d'accord. Disons c'est un rêve aujourd'hui pour Bachar al-Assad, entre guillemets, de revenir à la situation pré-2011. Parce qu'il faut savoir qu'il se plaçait, en termes de géopolitique, à l'entremise entre différentes axes, même s'il se prétendait dans l'axe, de résistance, disons. Pour rappel, l'axe de résistance, Nicolas Sarkozy n'y faisait pas partie. Et il est reçu en grande pompe en 2008 par Nicolas Sarkozy. Il faut se rappeler qu'à la fin des années 2000, il y avait le retour des relations avec les États-Unis, et la Syrie aussi cherchait un rôle d'intermédiaire aussi par rapport à l'Iran, le Hezbollah et autres, et que la majorité des investissements étrangers dans le pays n'étaient pas de la République islamique d'Iran, mais des monarchies du Golfe, particulièrement de l'Arabie saoudite et de la Turquie. Ils disposaient, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les échanges ont certes augmenté, économiques, mais c'est surtout dans un sens, entre la Syrie et l'Iran. C'est de l'Iran vers la Syrie. Donc, c'était plutôt vu, moi je dirais, c'était une conséquence de la normalisation irano-saoudienne, encore une fois, et le retour de Bachar al-Assad. Encore une fois, c'est pour ça que je dis, tellement la Syrie est faible, c'est la conséquence souvent de dynamiques politiques autres. Ça vient pas de Damas. Après, ce que Bachar al-Assad peut voir, il peut le voir peut-être dans 15-20 ans. Mais encore une fois, challenger l'influence iranienne aujourd'hui en Syrie me paraît assez, disons, on n'y est pas du tout encore.
Est-ce qu'il y aurait une autre question? Bonjour et merci pour ces très bons exposés, les deux. En fait, en prolongement de ce que vous venez de dire, j'avais une question concernant l'Iran, parce qu'il n'y a pas d'investissement peut-être majeur, mais on entend parler depuis plusieurs années d'Iraniens qui achètent des terrains en Syrie et qui sont en train de grignoter progressivement. Est-ce que c'est quelque chose qui continue? Ça fait, à ma connaissance, c'était plutôt favorisé et encouragé par le régime. Donc ça, c'est une première question. J'en aurai une autre après. Allez-y, puis vous posez la question. Sur des sujets complètement différents. À un moment donné, il y a eu des mouvements vers la Chine. On n'en parle plus du tout. Est-ce que c'est complètement oublié? Ça a été juste un coup d'épée dans l'eau. J'ai l'impression que c'est le cas. Parce que la Chine, à un moment donné, s'est intéressée à l'Iran, à la Syrie. Alors maintenant, c'est vrai que les Chinois ont beaucoup de problèmes à gérer en interne, donc ce n'est peut-être plus la priorité pour eux. Et puis, troisième sujet qui me semble majeur, c'est, j'ai pas le sentiment qu'on ait vraiment abordé le sujet d'une très forte pression aujourd'hui sur le régime concernant le retour des réfugiés. Parce que aujourd'hui, il y a quand même plusieurs millions de réfugiés partout dans le monde. Comme l'a dit Joseph au départ, il y a un contexte international qui a beaucoup changé. On a parlé du contexte régional, mais il a beaucoup changé en Europe avec l'arrivée de tous les régimes populistes et d'extrême droite. Une très forte pression au départ des réfugiés. On parle notamment de l'Allemagne, il y a 1 million de Syriens. Comment va réagir Assad par rapport à cela? C'est pas tenable en fait, même à court terme. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ou dans 2 ans? Ce sont des choses qui aujourd'hui, dont on entend parler tous les jours dans la presse. Moi, je me souviens, enfin, on peut dire qu'effectivement, le régime se suffit très bien de cette situation. Il n'a pas envie d'aller plus loin. Finalement, avoir une population de 15 millions d'habitants, ça lui convient très bien. Moi, je me souviens au début de la guerre syrienne, d'une interview de Assad où il disait finalement mon père en 71 il était avec 12 millions de Syriens, c'était très bien, j'ai pas besoin d'en avoir plus sur mon territoire. Donc il peut penser ça aujourd'hui, sauf que son père, il n'avait pas 10 millions de Syriens à l'extérieur du pays dont personne ne veut. Ils sont partout et personne ne veut d'eux. Donc il y a quand même une pression sur le régime qui fait que il faut quand même qu'il gère cette situation. C'est pas tenable. Et puis dernier point, si je peux me permettre, c'est pas une question, mais c'est juste, je m'exprime en tant que Syrienne. Un régime qui est aussi affaibli aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'opportunité pour les Syriens d'essayer de bouger et de capitaliser sur cet affaiblissement? C'est pas une question. Merci beaucoup, Marc. Joseph, tu veux commencer à répondre? Ok. Sur les Iraniens qui achètent des terrains, c'est une rumeur qui est consistante depuis plusieurs années. C'est un peu dur à vérifier. Ça fait partie aussi, il y a aussi sur le fait que Hezbollah aurait obtenu des terrains, mais c'était plus dans une perspective aussi militaire, mais également économique, Aqsir, qui est une ville qui a été reprise en 2013 par le Hezbollah militairement et le régime syrien, et qui est proche de la frontière. Donc il y a ces rumeurs persistantes, c'est dur à dire, mais plus généralement, est-ce que ça a un effet d'économie politique plus large? C'est dur à dire. Pas vraiment. En fait, ça a peu d'influence. Je parle en termes de macro-économie politique, parce que les investissements iraniens, encore une fois, restent relativement peu élevés et sont principalement le fait de compagnies liées en fait aux gardiens de la révolution. Voilà. Donc c'est comme ça que j'espère que ça répond à la question. La deuxième mouvement vers la Chine en fait, encore une fois, la Syrie est loin d'être une priorité. La route de la soie a été annoncée maintenant un peu moins il y a 10 ans. Ils avaient promis en 2017 lors d'une délégation officielle 2 milliards d'investissements. Ça toujours fait attendre. Disons quand Bachar al-Assad avait été invité en Chine il y a 2 ans, bon, c'était plus symbolique qu'autre chose. Il y a encore une fois, la Chine ne va pas investir dans un pays avec tellement de problèmes, au-delà des sanctions, tellement de problèmes, peu de retour sur investissement. Et ça aussi, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération, que beaucoup de gens oublient, c'est les monarchies du Golfe, c'est fini le temps entre guillemets, de la logique rentière. Ils vont plus jeter de l'argent.
comme ils le faisaient. S'ils vont investir, c'est qu'ils veulent retour sur capitaux. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre pour l'élite politique libanaise, qui attend toujours ça. Mais c'est aussi quelque chose de très important, je pense, à comprendre dans l'économie politique du Golfe. Donc la Chine a fait quelques accords de coopération assistante, mais s'il y a un petit changement, une accélération, je dirais, depuis 2011, c'est le fait de se procurer plus d'équipements chinois pour les industries et autres, qu'on voyait déjà un peu avant 2011, mais que c'est accéléré en 2011 au niveau des infrastructures, ce qui pose un problème parce que beaucoup d'équipements étaient pris d'Europe, et pour les changer et tout au niveau de changement pour les pièces cassées, ça pose tout un certain nombre de problèmes. Donc il y a une accélération vers l'importation de produits chinois, et c'est en partie aussi lié dû aux sanctions, parce qu'il n'y a pas de problème de les ramener, etc. Et souvent ils coûtent moins cher et autres, mais c'est pas forcément toujours la même qualité. Sur le retour des réfugiés, je pense pas qu'il y a encore une énorme pression en fait sur le régime syrien. Et le régime syrien va négocier cela. Ça va être une carte, et il l'a déjà dit clairement. Si vous voulez le retour des réfugiés, il faut participer à la reconstruction. Et ils l'ont dit à plusieurs reprises, très clairement. Donc pour l'instant, il n'y a pas une pression énorme. Au contraire, il y a encore les départs. S'il y a pression, c'est plutôt des pays avoisinants de les pousser, mais voilà, la Turquie, c'est vers les régions qui sont contrôlées par la Turquie. Le Liban est aussi dans un état de faiblesse très important, même s'il y a eu des campagnes auparavant, ça restait des nombres relativement limités par rapport au nombre de Libanais, de Syriens au niveau absolu. On parle de plusieurs centaines de milliers, peut-être 1 million. Donc je pense que ce sera une question de négociation par le régime syrien. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est devenu, et ça c'est pas propre à la Syrie, mais le fait d'exporter sa main-d'œuvre vers l'étranger pour qu'elle travaille et pour qu'elle envoie des fonds, ça devient une politique du régime syrien. C'est-à-dire, vu qu'il n'a pas les moyens pour procurer un certain nombre de services sociaux, déjà on privatise ces services de plus en plus. Il faut savoir que je crois que c'était en avril et mai, il y a eu 2 conférences coup sur coup à l'université de Damas avec débats, avec des ministres et profs qui disaient quelles sont les possibilités d'investissement. La première, c'était dans la santé, et la deuxième, l'éducation. Et c'est dans ce processus de privatisation. Et dans le cas, si vous envoyez votre main-d'œuvre à l'étranger, ils savent qu'ils vont envoyer des fonds pour leur famille. Et c'est ce qu'a fait le Liban depuis 30, 40 ans. C'est ce qu'a fait l'Égypte depuis 30, 40 ans, le Maroc. Et ça fait partie aussi des politiques néolibérales. Il faut bien le prendre en considération, et de régler aussi en partie simplement, le problème du chômage chez les jeunes chez eux. Donc c'est aussi une manière de régulariser socialement. Donc ça, je pense que le régime aussi le prend en considération. Et pour ceux qui sont en Europe, Et un autre problème, c'est que la question des réfugiés sera très fortement liée à la continuation de la montée de l'extrême droite, et pas simplement en Europe, ça c'est clair. Mais même le Danemark qui a déclaré que certaines zones de Damas étaient sûres, n'ont pas pu renvoyer les réfugiés parce qu'il n'y a pas d'accord de collaboration pour l'instant. Donc même si il faudra un accord de collaboration avec le régime syrien, ça c'est important, et ça il va le négocier cher. Donc je pense que ça on n'y est pas encore. Finalement, dernière chose, affaiblissement du régime, crise économique aiguë veut pas automatiquement dire les gens vont se soulever. Et ça c'est important. Souvent les gens pensent plus on va vers le pire, plus les gens vont nécessairement se soulever. Non, parce que déjà ils ont vécu la guerre, et la crise économique, ça rend pas les choses beaucoup plus faciles. Les gens pensent, il y a une fatigue, et il y a une moque aujourd'hui, très clairement, d'une offre politique inclusive. Le régime syrien, ça le dérange pas qu'à Soueda, ça fait plus d'1 an, encore aujourd'hui, il y avait des démonstrations qui manifestent, du moment que ça reste à Soueda. D'ailleurs, au début des manifestations à Soueda, il y a 1 an, la première chose qu'ils ont faite, c'est pas réprimer à Soueda, c'est réprimer les tentatives de sortie de manifestation dans d'autres zones. C'était de faire les liens qui leur posaient problème. À Soueda, ils vont les laisser, et ils savent que ils sont plus faibles pour des raisons d'autres raisons, ils étaient en partie retirés militairement. Mais voilà, il y a un manque d'offre politique inclusive de réunir à nouveau les Syriens et Syriennes
il y a une perte de confiance dans les différentes formes d'opposition, et sur le terrain, ça reste extrêmement compliqué à s'organiser à cause de la répression. Répression au sein du régime, mais aussi dans les autres zones, faut pas l'oublier. Donc c'est malheureusement, c'est pas forcément voilà, c'est pas parce que affaiblissement du régime, crise économique profonde provoque automatiquement voilà une organisation pour des manifestations et de nouveau challenger le régime. Malheureusement, hein, mais c'est voilà. Merci. Hala, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste bon, évidemment, tout a été dit. Juste, c'est la question des réfugiés. Ça devient plus un argument interne pour les différents pays, notamment la Turquie, pour leur propre opinion, dire on veut rétablir, normaliser avec les Syriens, comme ça on renvoie un certain nombre de Syriens. C'est un argument interne. Pareil en Europe, que ce soit l'extrême droite ou les gouvernements en place. Oui, c'est rétablir, ça serait normaliser, ça pourrait ouvrir la voie à renvoyer des réfugiés syriens, ou du moins ne plus en avoir de plus, parce que il y a un côté, non mais il y a un côté service de campagne électorale, quoi. Campagne électorale, bon, il y a un service d'opinion interne, essentiellement. Oui, pareil, sur l'histoire les crises économiques provoquent des révoltes. Quand on voit la situation, notamment en Égypte, par exemple, ou ailleurs, on se dit, mais c'est impossible comment les gens acceptent tout ça. Mais bon, il y a un degré d'accablement tel que, bon, il n'y a plus aucun ressort. Il y a encore des questions en ligne. On va peut-être en prendre une ou deux avant de retourner vers la salle. Dans cette normalisation avec la Turquie dont Bachar el-Assad ne semble pas vouloir, qu'est-ce qui pourrait le faire changer d'avis sur les expulsions extrajudiciaires de réfugiés syriens vers le nord-ouest de la Syrie auxquelles la Turquie procède en masse? Quel est l'impact cela peut-il sur les relations Ankara-Damas? Hala. Qu'est-ce qui pourrait faire changer Bachar el-Assad? Une grosse pression de la Russie. Vraiment, là, Ouais. c'est pas juste viens, s'il te plaît, rencontrer, etc. On va prendre un café avec Erdogan. Non, une vraie pression. Et si la Russie dit bon, bah, ça va maintenant, il faut normaliser, bon, ça, hein. Je vois pas vraiment ce qui l'obligerait de plus. Comment résister aux expulsions non, la situation des réfugiés syriens en Turquie est vraiment, vraiment, vraiment dramatique. Mais vraiment dramatique. Ils peuvent plus bouger, il y en a qui n'osent plus sortir de chez eux, ils peuvent plus inscrire leurs enfants à l'école. Non, ça devient vraiment tragique. Donc, bon, je vois pas comment on peut empêcher les Turcs de les renvoyer en Syrie. Et quelle résistance ils peuvent avoir, quoi. Joseph, tu veux ajouter quelque chose? Non, oui et non. Non, je suis d'accord avec Allah. Je rajouterais simplement que la posture de Bachar el-Assad est aussi parce que son incapacité de garantir les intérêts de la Turquie aussi, hein. Mais je suis d'accord le fait que encore une fois, une pression turque pourrait le pousser, mais même s'il y a une pression turque et il dit tout oui, reste la question comment Bachar el-Assad et son régime va gérer le nord-ouest, l'arrivée de nouveaux réfugiés. De même, bon, le nord-est, disons qu'ils se mettent d'accord. Il y a quand même l'autorité autonome, c'est pas rien. Et ensuite, il y a toujours les forces américaines. Donc, il y a un certain nombre d'obstacles encore là. Et finalement, bon, la Turquie donne un certain nombre de signes, hein, quand même, sur la normalisation, l'ouverture du passage Zenden il y a quelques semaines, de mettre des nouvelles restrictions pour des Syriens qui veulent rentrer dans le nord-ouest, notamment avoir un passeport de Damas qui a été renouvelé récemment. Il y a des mesures restrictives qui sont quand même mises et des messages envoyés. Mais disons, comme dit Halal, c'est devenu une instrumentalisation comme dans plein d'autres pays, la question des réfugiés, et où il y a une sorte de consensus sur la majorité des partis politiques
turcs pour blâmer en partie les Syriens comme responsables de la crise économique, alors qu'ils ont, si on revient au niveau économique, ils ont retardé la crise économique turque par le faible coût que correspondait leur main-d'œuvre au début, dans notamment les régions du sud de la Turquie, dans les zones agricoles, industrielles et autres. Donc, si on regarde même au niveau économique politique, c'est c'est toujours une forme d'instrumentalisation. Malheureusement, c'est pas le seul pays, et ça il faut le dire, où crise économique, on instrumentalise une population, les rendant responsables des problèmes socio-économiques et qui peut malheureusement se transformer dans des campagnes relativement violentes. Merci beaucoup. Toujours pas de questions en interne, donc si, Guillaume. J'avais une petite question sur un événement qui n'a pas été très médiatisé à cause de la situation régionale, mais qui est survenu en octobre 2023, qui était l'attaque au drone contre l'académie militaire de Homs. Comment est-ce qu'il faut interpréter cet événement dans le contexte syrien, et est-ce qu'il a eu des conséquences politiques en interne? Bon, ça a été un grand mystère. Ça continue à être un grand mystère parce que ça ressemblait beaucoup quand même à un problème, un règlement de compte intérieur entre forces. Mais à vrai dire, je n'ai pas la réponse. C'est vraiment, je sais pas si Joseph a plus de pistes là-dessus, mais on s'est beaucoup interrogé à ce moment-là, mais ça n'a, sans avoir de réponse. Joseph, tu as une réponse, toi? Moi, ma compréhension, mais encore une fois, il faut faire attention, c'était un drone militaire envoyé par Tahrir al-Sham, selon ma compréhension, mais après il peut y avoir d'autres rumeurs. Mais c'est surtout les conséquences. Bon, il y a eu plus de 80 cadets militaires et leurs familles qui ont été tués dans cet événement. C'est surtout que quelques jours après, c'était début du 7 octobre, et dans cette période-là, dans cette séquence-là, on a vu une augmentation significative des bombardements du régime syrien sur le nord-ouest. Quand tout le monde commençait à regarder ce qui se passait dans la bande de Gaza, d'un côté au nord-ouest, il y avait une augmentation des bombardements du régime syrien avec des dizaines de milliers de déplacés, donc vraiment un approfondissement. Et de l'autre côté, la Turquie augmentait ses bombardements, sa campagne militaire qui n'a pas cessé sur le nord-est au même moment. Donc on peut voir que c'est aussi, je crois qu'à la fin du dernier panel, c'est ce qui était en train d'être dit, c'est si on ne fait pas la justice quelque part, l'injustice va régner partout. Parce qu'en fait, on laissait faire Israël dans les bombardements, puis d'autres États autoritaires en profitaient. Le régime syrien pour bombarder encore davantage Idlib et ces régions, et la Turquie en profitait pour bombarder le nord-est et des infrastructures civiles. Et dans un silence complet, malheureusement. Alors, on va peut-être prendre une dernière question en ligne. Il y en a encore oui. Ou on a tout traité? Non, il n'y en a plus. Si, il y en a encore. Alors. La volonté du régime syrien de récupérer le nord-est syrien des mains des Kurdes et celle d'Erdogan de finir avec ce qu'il considère comme menace kurde à sa frontière sud ne représente pas en soi une occasion suffisante au régime syrien pour aller plus loin dans la normalisation avec la Turquie. Ouais. C'est le point c'est le point de rencontre principal, en fait, entre le régime syrien et la Turquie. C'est de pas vouloir d'autonomie des régions kurdes ou d'une autre autonomie quelconque, d'ailleurs, hors du contrôle de Damas. Mais bon, apparemment, ça ne suffit pas. Dire le consensus entre les deux sur ce sujet ne suffit pas à les rapprocher par rapport aux autres problèmes de désaccord et oui, le fait qu'il n'y a pas d'autres solutions. Pour l'instant, ils sont d'accord là-dessus. C'est tout. Deuxième question. Que pensez-vous d'une probable arrivée au pouvoir d'un Hafez II dans 10 ans? Bachar doit se maintenir au pouvoir encore quelques temps, ce qui est tout à fait possible dans la
configuration actuelle des relations internationales. Et dans ce cas, ce sera l'occasion parfaite pour les Arabes et les Occidents de normaliser avec un nouveau jeune qui a les mains propres, et on revient à la même histoire des années 2000. Joseph, ça t'inspire quel commentaire? Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas. Alors, il faudra presque inventer un nouveau terme, parce que si vous vous rappelez, le sociologue égyptien à l'époque, Saadin Ibrahim, il avait inventé le terme de Jumlokiye, qui était un mix de république et monarchie quand Bachar al-Assad est arrivé au pouvoir après Hafez al-Assad. Donc, je sais pas quel terme maintenant on va utiliser, parce que le terme république est quand même de plus en plus compliqué à la troisième succession. Donc, on en rigole, mais il faudrait en pleurer. Il faut savoir quand même que ça fait maintenant 54 ans que les Assad sont au pouvoir en Syrie. Et souvent, je faisais la comparaison. Bon, l'Arabie Saoudite, la famille régnante a donné son nom à son pays, mais voilà, c'est presque le cas maintenant en Syrie. Non, c'est vraiment, on en rigole, mais c'est à pleurer vraiment. Oui, enfin, oui, bien sûr, c'est la même chose. Mais ce dont on me dit, des rares témoignages à Damas, c'est que le jeune, il est déjà, il est déjà bien en place, quoi. Il se comporte complètement comme prince héritier. Ah oui. Ah oui, oui. Et que tout le monde le traite comme ça dans les milieux des jeunes entre les. Donc oui. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question ou on reste sur cette note? Oui, tout au fond. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je suis désolée, j'ai pas une question, mais j'avais juste un commentaire à faire parce que vous parliez de la fermeté de la France par rapport à Bachar el-Assad. Moi, je travaille pour la CIMAD en centre de rétention. Et je voulais vous dire que ça arrive, c'est rare, mais ça arrive quand même que des personnes syriennes soient enfermées au centre de rétention avec saisine des autorités syriennes. Ça a été médiatisé notamment il y a un an et demi. J'ai rien entendu. Pardon, je parle pas assez fort. Oui, je voulais juste que je pense que c'est assez peu connu parce que du coup le discours officiel c'est que la France a une grande fermeté par rapport au régime de Bachar el-Assad. Moi, je travaille pour la CIMAD en centre de rétention et je voulais juste peut-être informer les personnes qui sont ici que c'est rare, mais c'est possible que des personnes en France, des personnes syriennes en France soient enfermées en centre de rétention. Voilà, c'est déjà arrivé et du coup, les préfectures et le ministère de l'Intérieur saisissent les autorités syriennes. Et les autorités syriennes qui répondent, et avec évidemment donc le dossier des personnes qui est transmis aux autorités syriennes. Donc, à notre connaissance actuellement, s'il n'y a pas de document d'identité en cours de validité, les autorités syriennes en fait disent qu'elles n'iront pas plus loin dans les diligences et ça s'arrête là. Mais voilà, il y a des personnes syriennes enfermées au centre de rétention avec saisine des autorités syriennes par les autorités françaises et le ministère de l'Intérieur. Oui. Ça vaut la peine d'avoir la réaction. Alors écoutez, je suis ici un peu comme un passager clandestin, mais j'ai été ambassadeur pour la Syrie il y a 6 ans. Nous n'avons aucune relation de la sorte avec aucune autorité syrienne. Donc s'il peut arriver, ce qui n'est pas impossible, qu'il y ait des ressortissants syriens qui soient en centre de rétention, je pense que c'est non pas pour les renvoyer en Syrie, parce que ça me paraît totalement impossible, je ne vois pas comment ce serait possible, ni sur le principe, ni du fait de la nature des relations que d'ailleurs nous n'entretenons pas avec le régime. J'imagine que c'est plutôt des gens qui doivent être renvoyés vers d'autres pays européens par lesquels ils sont entrés sur le territoire de l'Union. Mais très sincèrement, je ne vois pas comment, par quel mécanisme, ni le ministère de l'Intérieur, ni aucune préfecture pourrait avoir de relations avec une quelconque autorité syrienne. C'est tout simplement impossible administrativement. Je pense que c'est utile d'apporter cette précision. Bien sûr. Merci. Oui, allez-y, Ouais, si vous avez... faire de polémique. Mais, on va s'arrêter là après. En tout cas, il y a une adresse de l'ambassade de Syrie @wanadoo.fr et du coup, quand ça s'est passé, la CIMAD et d'autres organisations avaient été rencontrer le ministère des Affaires étrangères pour les prévenir de ça.
Et voilà. Mais évidemment, il n'y a pas d'expulsion et les personnes finissent par sortir, mais peuvent passer 1 mois ou 2 en centre de rétention. Et c'est des personnes de nationalité syrienne. Enfin, c'est pas des personnes qui non, mais j'ai pas dit qu'elles avaient été expulsées. J'ai dit qu'elles étaient enfermées au centre de rétention. Je crois que c'est utile d'apporter cette précision. Si jamais une quelconque administration française a des relations avec ce qui peut rester de représentation en France, ça n'est évidemment pas par le biais du ministère des Affaires étrangères et ça ne peut être qu'une erreur administrative. Mais même ça me paraît hautement improbable, très sincèrement. Donc, merci de m'indiquer parce que je vais le signaler, même si encore une fois ce n'est plus mon sujet. Mais j'ai beaucoup de doutes sur la possibilité que ça ait pu même exister. Oui, peut-être. En tout cas, des décisions du juge des libertés de la détention le disent officiellement. Donc, si vous voulez qu'on en discute avec des documents à l'appui, c'est possible. Bon, en tous les cas, c'est bien d'avoir mis la question sur la table parce que c'est quand même une question importante et qu'il peut y avoir effectivement des situations dans les centres de rétention qui sont tout à fait problématiques. C'est bien d'avoir aussi l'affirmation de la position française. Donc, je vous propose qu'on termine cet après-midi sur la Syrie sur ce point qui est un point qui est quand même extrêmement sensible, bien évidemment, mais qui rejoint aussi toutes les questions juridiques. En tous les cas, un grand merci pour les différents intervenants. Merci à Joseph d'avoir, en sortant de l'avion, d'avoir pris la peine de venir discuter avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à Hala qui aussi est toujours présente. Je crois que c'était très important qu'on passe cet après-midi à l'IREMO pour parler de la Syrie, sujet qui est de plus en plus effectivement relégué en 2e, 3e, 4e position. Mais vous savez l'intérêt et l'attention que l'on porte ici à ce sujet, à ce pays bien évidemment. Et Hala est la preuve de cet intérêt. Dès qu'on la sollicite, elle est là. Comme Joseph, dès qu'on le sollicite, il est là. J'en profite aussi pour remercier les intervenants de la première table ronde, ça a déjà été fait, mais je crois que ça a été des échanges en tous les cas extrêmement importants. Et donc on va continuer en tous les cas, je vous promets, de travailler, de suivre ce qui se passe en Syrie. C'est très très important pour nous, comme les autres sujets de cette région. Le drame que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de sujets de plus dramatiques les uns que les autres. On essaye de les suivre, mais il y a un moment où ça devient de plus en plus difficile de continuer à s'investir. Mais promis, on continuera de toute façon, ne vous inquiétez pas. Merci de votre présence et merci à vous.